Nous avons sollicité ce matin pour essayer de nous éclairer un peu et de nous donner votre appréciation sur un peu les derniers développements politiques. On a le sentiment, on va dire que de jour en jour, eh bien, le pouvoir actuel, Benyamin Netanyahou, eh bien, trouve des niches, on va dire, des responsables, des juristes qui, selon lui, ne sont pas de son goût particulier et que la confrontation entre le débat, entre le pouvoir politique et le pouvoir juridique ne fait que s'amplifier. Vous avez également ce sentiment en Israël? Oui, c'est un sentiment qui existe depuis longtemps, mais c'est un sentiment, je pense, partagé seulement par une partie de la population, Oui. et plutôt ceux qui votent plutôt à droite. C'est-à-dire que il y a cette tendance qu'il y a de la part de certains jurys de faire ce qu'on appelle une juridiction libérale, c'est-à-dire de considérer que la justice doit intervenir même dans des décisions politiques. C'est un débat qui existe dans beaucoup de pays, pas uniquement en Israël. Quel doit être le type d'intervention de la justice dans les décisions politiques? Et en ce moment, bien sûr, avec tous les problèmes juridiques auxquels sont confrontés Netanyahou, ce problème remonte de plus en plus sur le débat public. Ceci étant dit, il faut quand même reconnaître que Netanyahou était Premier ministre pendant 10 ans. Eh oui, c'est la question qu'on se pose. Il Et, était là pendant et 10 qu'il ans. Pourquoi il n'a rien n'a fait? qu'il n'a rien fait, c'est la question qu'il faut lui poser. Et qu'aujourd'hui, ses critiques envers le système juridique et envers le procureur de l'État et envers les polices semblent malgré tout ne peuvent pas être considérés, en tous les cas par une partie de la population, comme être totalement dénués d'intérêt personnel à cause des accusations auxquelles il fait l'objet. Donc le débat est un peu faussé, mais il est évident que dès que on aura, je l'espère, un moment un gouvernement, dès qu'il y aura une majorité bien reconnue à la Knesset, je pense que ce débat il devra y avoir un grand débat en Israël de quelle manière la justice et les tribunaux et surtout le Bagat, c'est-à-dire le tribunal, l'instance juridique la plus importante en Israël, doit intervenir dans les décisions politiques. Alors, on se demande, on a parlé de l'immunité parlementaire de Benyamin Netanyahou, on a remarqué la semaine dernière qu'il avait longtemps hésité, que finalement il a décidé de déposer une demande d'immunité. Vous croyez que c'était c'était une erreur stratégique, on va dire, de sa part d'avoir réclamé cette immunité sans même la même garantie de l'obtenir? Je vais vous dire, c'est une question qu'il faudra poser le 2 mars, au soir. C'est-à-dire, est-ce que c'était une erreur ou pas? Ceci étant dit, d'abord, elle n'est pas encore sûre d'être acceptée. Puis, voilà, on a toute la question, est-ce que cette immunité doit être décidée lors de cette Knesset ou la prochaine? Oui. Il est évident que, et je pense que la pensée de Netanyahou, c'est de dire que ceux qui le soutiennent le soutiendront quoi qu'il arrive, même s'il y a une demande d'immunité, une non-demande d'immunité. C'est un droit qui lui est acquis. On peut pas dire d'un côté que, vous savez, au début, quand on a commencé les enquêtes, il y avait des bruits qui disaient pourquoi ne pas adopter en Israël la position qu'on appelle la loi française, Oui. c'est-à-dire de pas commencer L'immunité totale. l'immunité totale dès le départ. Alors là, on a dit mais c'est la loi en Israël, ça n'existe pas. Donc la loi, on y va jusqu'au bout. C'est-à-dire que si c'est son droit, c'est un droit qui lui est acquis. Chacun appréciera et chacun décidera, mais je ne crois pas que ça changera les décisions politiques. Ou les votes, les votes les votes, voilà, les votes. Oui, on a vu les premiers sondages prouvent que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'affecter Ça n'a le pas Likoud. exactement, ça n'a pas d'affecter les deux, ou les gens qui le soutiennent. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il y a d'un côté une sorte de paradoxe, quoi. C'est-à-dire d'un côté, Netanyahou, par exemple, a demandé la levée de son immunité parlementaire. Mais par exemple, eh bien, ces derniers jours, ses proches lieutenants, comme Miki Zohar, ils font tout pour empêcher une commission parlementaire qui pourrait débattre de ce sujet de se réunir. Alors, la question, elle est comme ça. La question, elle se pose à partir du moment où cette Knesset a été dissoute, donc la 22e, il me semble. Dans quelle mesure
elle peut aussi décider d'une décision aussi grave. Il ne s'agit pas de lever l'immunité d'un simple député, mais du Premier ministre, et qu'il y a une certaine logique de dire attendons la prochaine Knesset, qu'il y ait un gouvernement, que cette Knesset n'a jamais fonctionné. Il faut bien comprendre que la commission qui doit décider de la levée de l'immunité, c'est la commission de la Knesset. Cette commission n'a pas réellement été créée à cause de tout ce qui se passe, la situation politique. Donc l'idée est de dire attendons qu'il y ait une Knesset réélue avec toutes ces commissions et que ça se passe de façon, disons, plus normale. Et là, on sent un peu la précipitation, un peu l'envie d'en découdre de la part de l'opposition, bien sûr, avec Netanyahou. Bon, c'est une position qui se défend, et il y a à côté de cela l'opposition qui dit le contraire, que non, qu'il n'y a aucune raison de faire autrement. Je tiens quand même à signaler que lorsqu'il y a un autre ministre qui a demandé l'immunité, le ministre Chaim Katz, le ministre du Travail, l'ancien ministre du Travail et des Affaires sociales, qui a aussi reçu un acte d'accusation, qui a demandé une levée d'immunité. Et là, on n'a pas vu les députés de l'opposition se presser tellement pour exiger qu'elle soit jugée, décidée déjà pendant la Knesset, cette Knesset qui vient d'être dissoute. Donc on a un peu le sentiment de la part de l'opposition qu'il y a une volonté de tout faire le plus rapidement possible, sachant qu'ils ont maintenant avec l'apport de Lieberman, qui une fois de plus a tergiversé, et donc de tout faire pour en découdre avec Netanyahou, ce qui n'est pas non plus tout à fait, disons, je dirais, politique correct, mais on est loin d'être dans ce monde-là aujourd'hui en Israël. Alors, je voudrais, puisque vous avez été pendant de longues années représentant francophone au sein du ministère de l'intégration et de l'ALIA, revenir sur un autre débat, qui est un débat dans le débat, on va dire, autour entre religieux et entre orthodoxes, on va dire d'un côté religieux et de l'autre côté laïque, un débat qui est mené, on va dire tambour battant par le parti Israël Beitenu, un parti que vous avez bien connu, et par Avigdor Lieberman et on va dire ses lieutenants, entre autres Alex Kouchnir, qui fait une déclaration plutôt choquante, qui a choqué la semaine dernière concernant les frais que pouvaient coûter des femmes religieuses qui voudraient vérifier si elles étaient dans une situation de pureté ou d'impureté, selon la halakha. Ça a suscité beaucoup de polémiques et pas plus tard que ces derniers jours, le grand rabbin d'Israël, c'est dans la presse israélienne, on vient de le mentionner, le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, a affirmé qu'en fait, une partie importante, plus de la moitié des olim de l'ex-Union soviétique n'étaient pas juifs, que certains continuaient à pratiquer, on va dire, leur religion catholique ou on va dire orthodoxe dans le cas précis, catholique chrétienne orthodoxe et en Israël même, et que en fait tout cela on avait fait monter tant d'olim pour essayer de bloquer le développement de la communauté orthodoxe juive en Israël. Quel regard vous portez vous sur ce débat qui s'envenime, on va dire? Oui, alors vous faites effectivement une excellente présentez bien les choses. Il y a le fait qu'il y ait un gros pourcentage actuellement de olim qui viennent des pays de l'ex-Union soviétique qui sont non juifs selon la halakha, c'est un fait. On peut pas. Il y a une majorité, c'est vrai, il y a une majorité de olim qui ne sont pas juifs. Qui viennent actuellement, je parle des olim qui viennent depuis ces 10 dernières années des pays de l'ancienne Union soviétique, effectivement une majorité, je ne veux pas rentrer dans les chiffres bien précis, je ne sais pas si c'est de mon ressort, mais une majorité ne sont pas juifs selon la halakha, mais sont considérés comme juifs selon la loi du retour. Oui. Il faut quand même bien préciser que ce qui on peut accepter cela ou ne pas être d'accord, mais ce qui est, disons, le point de référence, c'est la loi du retour, qui n'exige pas que uniquement la mère du prétendant à l'IA soit juive, et qu'il peut très bien on peut se contenter du père, du grand-père, enfin je ne sais pas, à partir ou même être l'époux d'un
d'un candidat juif à l'Aliyah. Donc, pas pour la judaïté, pour l'Aliyah, pour la loi du retour. Israélien, pour la loi du retour et devenir israélien. Donc, il est évident que... on disait il y a quelques jours qu'il y a même des milliers d'olim de Russie qui viennent, qui font leur aliyah, qui prennent le sal klita, le panier de la klita, un passeport qui leur a attribué immédiatement, et puis ils repartent en Russie. Bon, ça je suis pas, tout ça il faudrait quand même vérifier. Je suis moins d'accord de reconnaître ces faits-là, parce que je suis pas sûr que c'est vraiment le cas. Ceci étant, donc le problème est là. Il y a effectivement beaucoup de olim maintenant de l'ex-Union soviétique qui ne sont pas juifs selon l'Halakha. Un certain nombre auraient voulu éventuellement se convertir. Ces conversions, vous savez, en Israël, qui dépendent du rabbinat d'Israël, sont difficiles à faire et complexes. Disons qu'il n'y a pas non plus une grande volonté de la part du rabbinat d'Israël d'aller à l'encontre et de faciliter peut-être la conversion. C'est l'une d'ailleurs des raisons pour laquelle Israël Beiteinu se bat pour que les tribunaux de conversion ne soient plus au niveau du rabbinat d'Israël, mais des rabbinats de chaque ville, ce qui semblerait pourrait être plus facile pour ces nouveaux olim de l'Union soviétique d'être, pour ceux qui le veulent, parce que beaucoup ne veulent pas, de pouvoir se convertir. Et c'est évident que ça pose un problème de plus en plus important à mon avis, pas pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce qu'il va y avoir beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes garçons non juifs qui vont vouloir à un moment se marier, et il va y avoir ce qu'on a toujours voulu éviter en Israël, ce qu'on appelle de plus en plus de pseudo-chitoun, c'est-à-dire des gens qui, tout d'un coup, au moment, et j'ai souvent entendu des cas, qui veulent se marier, et qui sont tout d'un coup arrêtés par le rabbinat, disant qu'ils ne sont pas juifs. Et puis par la suite, il va y avoir une pression pour qu'on reconnaisse le mariage civil. Alors de nouveau, ça remet le débat des rapports entre l'État et la religion. Dans quelle mesure la religion doit interférer dans les décisions, dans les lois de l'État? Est-ce que le mariage doit être uniquement religieux? Est-ce que est-ce que le Shabbat public doit être... Vous reprochez à Lieberman d'avoir été le catalyseur de ce débat aujourd'hui, ces derniers mois en particulier? Je pense que c'est un problème qu'on pourrait résoudre de façon de manière plus discrète, des choses qu'on peut trouver. Je suis un peu étonné d'ailleurs de ces changements, parce que je pense que Lieberman pendant longtemps avait une attitude beaucoup plus compréhensive, modérée. D'autant plus que dans son environnement proche, il y a beaucoup de gens orthodoxes. Exactement, et puis j'ai le souvenir moi-même, comme vous l'avez dit, pour avoir été près de ce parti à une époque, qu'ils faisaient toujours très attention de respecter le rabbinat, disant que eux-mêmes, ils auraient pu peut-être proposer que un rabbinat moins, disons, de la tendance conservative, réformée et pas orthodoxe, mais qu'au contraire, ils se tenaient à respecter le rabbinat orthodoxe en Israël. Puis là, donc depuis une année, un peu moins maintenant, il y a eu un changement de ton. Et bien sûr, ce changement de ton aggrave des tensions. Vous avez cette réaction du grand rabbin d'Israël, qui aurait pu, à mon avis, aussi être plus modérée, et peut-être moins affirmative, et moins considérer que tous les non-juifs sont automatiquement antisémites, ou certains, ou communistes, des choses qui peuvent paraître un petit peu exagérées. Donc oui, effectivement, mais c'est vrai que on a ces derniers temps. Est-ce que c'est pour des raisons électorales, de la part de Lieberman et de son parti, une tendance à mettre les choses exagérées, peut-être mettre les choses de façon plus en exergue, et ça crée bien sûr des tensions, et ça empêche surtout des gouvernements. C'est la raison, en fin de compte, qu'on n'a pas de gouvernement depuis avril, c'est-à-dire qu'on a eu 2 Knesset qui ont été dissoutes à cause de ce problème-là, en fin de compte, parce qu'au fond, Israël Beiteinu est un parti de droite, il y avait une majorité de droite et après la Knesset de la 21e Knesset, et après les élections pour la 22e Knesset, et si ce problème n'avait pas été élevé par
Lieberman, on aurait aujourd'hui un gouvernement, et je pense qu'avec un peu de volonté de Lieberman, on aurait pu trouver des solutions des solutions comme plus peut-être avec une certaine bonne volonté de chaque côté. Ceci étant maintenant, peut-être pour des raisons électorales, les choses ont changé. Voilà, on l'a compris. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Ariel Picard de nous avoir éclairé sur ces sujets, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On souhaite de passer une agréable journée et somme calme, comme vous nous le souhaitiez au début de cet entretien. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Daniel. Au revoir.